Faut-il avoir peur de Donald Trump? Le phénomène Trump n'est pas natif d'aujourd'hui. Relation tendue avec la Chine, qui est son concurrent direct. Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est tout le reste du monde qui va payer la facture de cette guerre commerciale, une guerre fratricide entre Donald Trump, les États-Unis et la Chine? Le Maroc doit faire appel à tout son talent diplomatique pour pouvoir se faufiler entre les gouttes de la pluie. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas que les amis, il y a surtout les intérêts. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup d'efforts à faire en termes de développement économique, en termes de modernisation de notre société. Bienvenue, Alain Debar. Merci. Plaisir de vous recevoir dans ce studio et cette émission de débat 7e sens. Alain Debar, je rappelle que vous êtes enseignant en géopolitique et également en économie. Émission 7e sens qui est censée, en tout cas, qui a cette volonté, cette ambition, cette détermination de donner du sens au sens et à l'actualité. Vaste programme. Vaste programme ou vaste ambition, hein, c'est selon, comme on dit. Émission de débat dédiée avec vous aujourd'hui centrée en tout cas autour d'une interrogation. Faut-il avoir peur de Donald Trump? Peur entre guillemets ou sans guillemets, c'est là où là également vous nous direz, le monde entier aujourd'hui est bousculé, perturbé, heurté, en tout cas par les différentes déclarations, annonces de Donald Trump. Est-ce que dans un premier temps, Alain Debar, selon vous, il faut avoir peur ou pas de Donald Trump? Les historiens de la durée disent qu'on a généralement, les sociétés ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et alors pour mieux appréhender Trump, peut-être ne plus avoir peur de lui, il faut comprendre les soubassements de son approche et de sa philosophie. S'il en a une philosophie, en tout cas, il a une politique. Permettez-moi de rappeler quelques points, disons, fondateurs de son approche au niveau de la politique internationale et politique interne. La première des choses, nous sommes face à un personnage qui est imbibé de souverainisme. America first. Souverainisme ou impérialisme? Parce qu'il y a les experts en politique internationale sont partagés là-dessus. Je préfère utiliser les termes qui me répondent de mieux à mon approche, c'est-à-dire le souverainisme, America first. Il considère que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ont un droit naturel, entre guillemets, d'être les premiers de la classe. Parce qu'ils ont quand même contribué à l'histoire récente de l'humanité, ils ont contribué par leur savoir-faire et leur capacité de production à être la première économie du monde et ils souhaitent la rester. Le deuxième élément qui peut-être est impactant après avoir pris l'option du souverainisme et de l'America First, c'est-à-dire qu'il est en face d'une situation où il doit revoir la structuration ou l'approche de ses relations internationales, avec peut-être un délaissement de tout ce qui est multilatéral et coopération entre les États, vers une approche où il y a le bilatéral et il y a un affaiblissement automatique des organisations internationales. D'où son retrait des différentes organisations internationales comme l'OMS. De retrait de certaines organisations internationales, de remise en question de la démarche de certaines autres, et peut-être un affaiblissement global de ce qu'on pourrait appeler la gouvernance mondiale. Est-ce que tout ça assoit sa volonté de développer, pour reprendre le terme que vous avez employé, de souverainisme? C'est-à-dire, je me désengage de l'OMS, je gèle et je casse tous les crédits alloués à la coopération via le CHD. Est-ce que, voilà, suspendre l'aide au développement... Il y a un troisième élément qui peut-être éclaire votre questionnement, c'est-à-dire qu'il a une autre approche, c'est-à-dire une approche de ce qu'on les géopoliticiens disent de manière un peu subtile ou peut-être un petit peu soft, une transaction ou une marchandisation des relations internationales. Est-ce qu'on est en plein dedans aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait, dans son approche en tout cas. Les premiers éléments de ces décisions disent que pour lui, tout est négociable. Tout est négociable dans le sens où tout doit verser dans une option de renforcer l'économie américaine. C'est pour cela que dans ses relations avec les pays, les pays tiers, il met en avant cette problématique des relations commerciales, et c'est pour cela que l'ensemble de ce triptyque
constitutif de sa doctrine, si on peut dire entre guillemets, engendre des déclinaisons diplomatiques. Permettez-moi de vous rappeler quelques éléments de cette déclinaison. Il engendre d'abord des relations tendues avec la Chine, qui est son concurrent direct et qui conteste son souhait de demeurer la première puissance mondiale. La Chine aussi a cette ambition. Lui, il considère qu'elle est quelque part, entre guillemets, illégitime. La Chine qui n'a jamais déclaré vouloir avoir le leadership mondial. Pas le leadership, mais être la première économie, c'est en 2050. Elle l'avait déclaré en 2035, puis elle a décalé, mais elle travaille pour être la première économie. Si Trump n'avait pas créé et avant lui, parce que le phénomène Trump n'est pas natif d'aujourd'hui, il a commencé avec Obama, qui est un démocrate, Obama avait théorisé une approche diplomatique nouvelle qui s'appelle la doctrine du pivot et qui disait que de toute façon, les États-Unis d'Amérique doivent délaisser l'Europe parce que ce n'est pas, disons, un partenaire important économiquement et d'avenir et aller vers le Pacifique. C'est la théorie du pivot. Sauf que lui, Obama disait qu'il fallait aller vers le Pacifique dans un état d'esprit de collaboration et de primauté des États-Unis économique. Le Pacifique, pourquoi? Parce que ça devient le centre du monde. Toujours les historiens de la durée disaient que maintenant, les relations commerciales dans le Pacifique, parce qu'il y a la Chine, la Californie, toute la côte ouest des États-Unis et d'autres pays, le Japon et le Vietnam, etc., ça devient un centre commercial le plus important du monde. Une fois dit ça, sauf que l'approche de Trump, qui est toujours la théorie du pivot, c'est-à-dire l'approche pacifique, va dans le sens d'aller à la confrontation avec la Chine, l'affaiblir, dire qu'elle profite de l'économie américaine, première économie importatrice du monde, c'est très important à souligner, et qu'il fallait revoir les règles du jeu international. C'est la grande question. D'où ce terme aujourd'hui de guerre économique, de guerre commerciale qui est parfaitement visible et assumé. Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est tout le reste du monde qui va payer la facture de cette guerre commerciale et guerre fratricide entre Donald Trump, les États-Unis et la Chine? Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une fixation qui est faite par Donald Trump à l'égard de la Chine, même s'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont sur la table et qui sont prioritaires pour lui. Oui. Donald Trump, au départ, avait une approche plutôt fixée sur la Chine, la théorie du pivot. Mais par la suite, il s'est rendu compte qu'au-delà de la Chine, il y avait l'Europe, parce que c'est un élément aussi, et que d'autres puissances économiques devaient être prises en considération s'il voulait, lui, construire une économie forte, c'est son ambition, et pouvoir rapatrier un certain nombre d'activités et de production pour créer le maximum d'emplois aux États-Unis et faire en sorte que ces États-Unis puissent devenir une économie encore plus forte. D'où le protectionnisme qui est appliqué non pas uniquement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis aussi d'autres pays et même ses voisins immédiats auxquels il est lié. Le Canada ou le Mexique. Il est lié avec des accords de libre-échange. Justement, ces accords de libre-échange, oui. C'est important et intéressant que vous parliez de ça parce que nous, le Maroc, on est aussi lié par un accord de libre-échance depuis 2006, si ma mémoire. 2004, mais effectivement. Appliqué en 2006. Appliqué en 2006. Est-ce que là-dessus, on doit considérer que Donald Trump fait fi de tous des accords effectivement, de libre-échange signés? Il y a une inquiétude. C'est-à-dire que nous, on était dans une situation, enfin nous, les analystes, dans une optique de dire, bon, il y a une sécurité internationale, il y a des accords, il y a des lois qui sont respectées. Apparemment, Donald Trump et son équipe, il a été quand même élu avec 65 millions de voix. Et il a l'appui de l'opinion publique américaine. Hein. Donc, Donald Trump et son équipe font fi de ces accords et considèrent que, ils sont dépassés et privilégient plutôt le bilatéral et le win-win, ce qu'ils appellent dans leur langage le win-win, plutôt que les accords multilatéraux ou régionaux, etc. Est-ce que ça constitue une menace, un danger, un risque pour nous
même si les accords commerciaux, effectivement, ne sont pas extrêmement importants en termes de volume, ramenés, par exemple, avec les pays européens, avec qui nous avons Quand vous dites nous, vous parlez du Maroc. Du Maroc, nous. Le volume des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique sont de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars. Ce n'est pas très important. D'abord. Deuxièmement, nous sommes structurellement déficitaires. Il ne va pas se plaindre que nous soyons structurellement déficitaires. Donc, il y a aussi cette dimension. Et c'est pas ça qui risque de gêner Donald Trump, et qui risque d'attirer son regard sur notre pays, le Maroc, c'est plutôt les investissements consentis par des opérateurs et des acteurs chinois sur de la gigafactory, toutes ces choses-là. Est-ce que et qui pour l'accès au marché américain de manière un peu détournée par d'autres routes. Est-ce que là il y a sujet ou pas j'ai lu dans la presse ce genre de remarques. Je pense que le ministre de l'Industrie vient d'y répondre hier, de manière indirecte. Vous faites allusion aux investissements sur les batteries. Oui, les projets de gigafactory. Très bien. Oui. Sauf que nous avons un atout quand même. C'est-à-dire que nous pouvons produire le kilowatt-heure de la cellule à $55 et que le prix international, il est de $120. Nous sommes dans une situation extrêmement compétitive. Je rappelle simplement que nous ne sommes pas les plus compétitifs en matière de coûts énergétiques. C'est vrai, on est bien d'accord. En tout cas, en termes de production de cellules de 2 kW, nous sommes les meilleurs. Sur papier, toujours. Sur papier. Oui, nous sommes les meilleurs. Alors, si nous ne trouvons pas preneurs sur le marché américain, il y aura toujours preneur vu notre capacité de production. Il faut relativiser. Nous ne sommes pas le premier producteur mondial en batterie électrique. Donc, nous trouverons toujours preneurs sur le marché international. C'est un faux débat. Est-ce qu'il faut temporiser chez nous vis-à-vis de nos relations avec la Chine tant que les choses ne sont pas réglées et tant que Donald Trump ne s'est pas prononcé là-dessus? On n'a toujours pas de chef des départements d'État dédiés à la région, l'Afrique, en tout cas ne serait-ce que les pays du Sahel, pour se prononcer. Rachid, vous avez un style qui est très, disons, plein de talent et attirant, sauf que vous posez trop de questions à la fois. C'est trop difficile pour moi. Alors moi, je vais repositionner, si vous me permettez, la problématique. Vous avez des inquiétudes sur le Maroc. Est-ce qu'on peut nourrir des inquiétudes? Oui. Parce que l'Europe nourrit des inquiétudes et les Canadiens nourrissent. Si c'est une question fermée, je vous réponds oui. Oui. Il faut être inquiet. Mais comment? Pourquoi? On doit nourrir des inquiétudes, comme je vous l'ai dit, à travers les fondamentaux de la doctrine diplomatique de Donald Trump, les déclinaisons diplomatiques de cette doctrine. Nous sommes en situation d'être interpellés sur notre action diplomatique. Parce que il y a un prisme sur lequel nous lisons, notre action diplomatique, c'est le Sahara. Je pense qu'il est important pour nous de prendre en considération ce qui se passe dans le monde parce qu'il y a des bouleversements économiques, diplomatiques, c'est lié de toute façon et que le Maroc doit faire appel à tout son talent diplomatique pour pouvoir se faufiler entre les gouttes de la pluie qui arrivent. Quand il pleut. Parce qu'il pleut des fois par intermittence. Disons que c'est une expression imagée pour dire que nous allons jouer très serré. Nous avons des atouts. Le principal atout, c'est que nous ne sommes pas un pays, disons, qui s'aligne. Nous avons hérité, grâce à la bataille des Trois Rois, pour faire court, un esprit de souverainisme qui est là et qui fait partie de notre histoire. Nous avons des amis, mais nous ne nous alignons pas sur ces amis. Nous avons notre personnalité, notre identité et notre vision diplomatique, qui s'est créée à travers des siècles. Bon, elle a été développée, c'est normal, il y a capitalisation, il y a tout un travail. Sauf qu'à Net-Bar, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas que des amis, il y a surtout les intérêts. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dans la séquence du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la notion d'intérêt qui prime sur les relations d'amitié et d'alliance avec des pays, apparemment, c'est un temps qui serait révolu. En termes de contribution à la chaîne de valeur internationale, nous sommes à 0,14, 0,15. C'est-à-dire que notre poids économique, n'est pas
très significatif, pour être honnête. Nous avons d'autres atouts que nous pouvons développer. Et si vous me permettez, je peux les rappeler. Bien sûr. Nous pouvons développer dans une configuration internationale mouvante qui se caractérise effectivement par un bouleversement des relations internationales, n'hésitons pas à le dire. Ce n'est pas un phénomène, un épiphénomène de la politique américaine, c'est un phénomène qui va s'installer dans la durée. Dans la durée parce que nous allons assister probablement à une recrudescence des tensions au niveau international économique, à un délaissement d'un monde, disons, multipolaire pour aller vers un monde, disons, où il y a plusieurs régions. Oui. Le multilatéralisme, si vous me permettez cette expression, peut être considéré comme enterré. Nous allons vers des pôles qui sont les pôles qui sont maintenant, qui se dessinent, la Chine, la Russie, le BRICS, etc. D'autres pôles, les États-Unis. Quid de l'Europe, notre principal partenaire économique, qui est en situation de faiblesse, qui risque un décrochage par rapport à la Chine et aux États-Unis. Tout ça, c'est des questionnements à poser au Maroc. Bon. Que peut le Maroc faire dans une situation où il n'a pas, disons, un poids économique impactant au niveau international? Il a d'autres atouts à faire jouer. Je citerai 3 ou 4. Oui. Il a une situation assez spécifique en Afrique. Il peut jouer sur cette carte. C'est une puissance régionale. Il y a un soft power religieux. Il y a des amitiés au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des investissements importants du Maroc. Le Maroc peut être considéré comme un des pays qui peuvent être une carte importante à jouer pour les États-Unis, sans vouloir être en Afrique. Il est considéré par l'ensemble des analystes comme faisant partie de 4 pays qui vont compter pour Trump si tout va bien. En Afrique, il y a le Maroc, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Dans l'ordre ou dans le désordre? Dans l'ordre ou dans le désordre? Espérons que ça soit le Maroc. Par patriotisme. L'Afrique du Sud, je rappelle que Donald Trump a pris la décision... Économiquement, elle est plus puissante que nous. Oui, l'Afrique du Sud avec qui Donald Trump a pris la décision de suspendre toute relation suite à une réforme agraire sur au niveau de la terre. Parce il y a la durée, il y a les intérêts et il y a aussi le style Trump. Est-ce que ça veut dire... C'est-à-dire que il lance un certain nombre de choses pour faire peur aussi. Il prend des décisions fortes. C'est-à-dire quand on décide de geler ou de suspendre les sur relations... lesquelles il peut revenir. Oui. Sur lesquelles il peut revenir. Si ce pays, comme il a dit que Gaza allait vivre l'enfer, avec l'ultimatum. Parce que le Hamas a décidé de concéder... Ça paye. Ça peut payer. Donc on est sur rapport de force. Quand vous dites, voilà, les atouts du Maroc sur l'Afrique, quand on voit sur l'Afrique... Il n'y a pas que ça. Le Maroc a d'autres atouts à faire valoir. Il y a la possibilité d'être un acteur aussi présent dans la Méditerranée, dans les relations avec... La Méditerranée, ça n'intéresse pas du tout Donald Trump, me semble-t-il. Non, tout intéresse Donald Trump quand il s'agit d'avoir une contrepartie, de toute façon. La Méditerranée, c'est quoi? C'est les ressources halieutiques qui pourraient intéresser Donald Trump? Non, quand je parle de Méditerranée, c'est les pays qui sont dans la Méditerranée. Israël est dans la Méditerranée. Mais comme je l'ai dit, le Maroc, grâce à sa souveraineté, sa capacité à multiplier les amitiés en toute sérénité, tout en étant, il faut le dire, et là, il y a un message à faire passer aux Marocains. Il faut qu'ils sachent que dans les prochaines années, avec Trump et ces bouleversements qui se profilent à l'horizon, nous avons tout intérêt à développer, certes, un souverainisme de toute façon. C'est dans notre histoire. Mais quel type de souverainisme à développer? Pragmatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se dire, voilà ce qui s'est passé en décembre 2020 et l'accord, le décret présidentiel, c'était derrière nous. Tenir compte des évolutions mondiales, ne pas être psychorigide. De ne pas rester sur 2020. C'est ça que vous êtes en train de dire, Ned Deba. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas imposer notre point de vue au niveau international.
nous avons besoin d'alliances et d'amitié. Nous avons besoin d'alliances. Et il s'agit d'essayer de naviguer entre le souverainisme des États-Unis, exigeant, même politiquement, parce qu'il peut ne pas demander des contreparties économiques au Maroc, mais il peut demander des contreparties politiques. En termes de prise de position sur des termes divers, nous sommes signataires des accords d'Abraham, il ne faut pas se voiler la face. Mais il n'y a pas que les accords d'Abraham. Justement, là-dessus, ça a été le point de départ décembre 2020, je crois que c'était le 10 décembre d'ailleurs 2020, ce décret présidentiel, reconnaissance des États-Unis, des provinces, de la marocanité des provinces du Sud. Là-dessus, accord d'Abraham, certains considèrent, je ne sais pas si c'est votre cas, qu'il devrait y avoir un coup d'accélérateur donné à ces accords d'Abraham, d'où le fait que Donald Trump ait donné un coup d'accélérateur et fait cette annonce très critiquée, en tout cas qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et de commentaires sur le déplacement forcé des 2 millions de Gazaouis. Oui, mais je pense que ça rentrait dans un cadre beaucoup plus large. C'est un coup de poker, un peu. Mais poker menteur ou pas poker menteur Un coup de poker parce que, encore faut-il pouvoir déplacer les 2 millions. Est-ce qu'ils vont accepter? C'est tout un travail. Est-ce que les pays environnants vont accepter cette... Non, quand le je roi parle de Jordanie ça, a été... je parle pour le Maroc, il y a aussi, au-delà du soft power, il y a aussi la lutte contre le terrorisme, où il peut jouer. Il y a des aspects sécuritaires où il peut être bon au niveau de l'Afrique. Il a démontré avec les États-Unis sur les... Mais aussi, ça n'empêche que là, d'où le pragmatisme, que nous devons sauvegarder intactes nos relations avec la Chine, d'autres pays, la Russie, et essayer de voir comment négocier notre relation future avec l'Europe qui devient le continent quelque part malade de cette approche. Ceci dit, oui. Et vous me permettrez cette dernière précision, quand on veut parler de souverainisme, de pragmatisme et de rôle important en Afrique ou dans notre région, il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup d'efforts à faire en termes de développement économique et en termes de modernisation de notre société. C'est disons, le pendant ou la condition pour pouvoir être impactant et accéder... Est-ce qu'il faudra faire le choix, ou faire un choix en tout cas? C'est une question qui se pose aujourd'hui au niveau de l'Europe et des différentes économies étant membres de l'Union européenne, pour contrer un petit peu les États-Unis, se tourner vers la Chine. Est-ce que notre pays, le Maroc, et peut-être par extension aussi, le continent africain, c'est un sujet qui est sur la table? C'est-à-dire, voilà, pour essayer de ne pas être trop sous pression de Donald Trump et des États-Unis, mais aussi contrebalancer avec la Chine. Peut-être d'autres pays, mais je ne vois pas le Maroc s'aligner sur la Chine. Il n'a pas intérêt, pour être très franc. Il n'a pas intérêt pour des raisons économiques, pour des raisons de diversification, pour des raisons multiples, et même de proximité avec l'Europe et avec les États-Unis. Donc, je ne pense pas. Avoir de bonnes relations avec la Chine, ça oui. Avoir de bonnes relations avec la Russie et l'ensemble des pays du BRICS, pourquoi pas? Et de toute façon, il faut les maintenir. D'où cet appel à un souverainisme pragmatique qui, tout en prenant en considération, disons, ce style brut de coffrage, si vous me permettez, très viril, un peu de brutalité, de viralité, nous permet aussi d'avoir la tête sur les épaules et de dire que nous avons des atouts à faire valoir, nous avons des amitiés à maintenir et nous avons aussi une situation économique qui doit évoluer positivement pour nous permettre d'encore de jouer un rôle impactant en Afrique. Quand on va justement sur l'Afrique, un certain nombre de projets et d'initiatives ont été annoncés et lancés. Je pense au gazoduc Maroc-Nigeria. Vous savez comme moi, même mieux que moi, la sensibilité aiguë, si je puis dire, de Donald Trump pour tout ce qui est énergie, énergie fossile. Il y a d'autres pays de la région aussi, je pense à un pays d'ailleurs avec qui nous sommes extrêmement proches, le Sénégal, qui est en pleine exploration et exploitation de gaz. Qui fait bondir la Mauritanie. La Mauritanie également. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous dites qu'il faut réinventer notre diplomatie? Je pense que vous dites pas réinventer, disons repositionner, revoir un certain nombre de communications de notre diplomatie, d'être un petit peu moins
l'expectative, mais plus dans le proactif, dans une situation où effectivement, nous avons un monde, comme je l'ai dit, mouvant. Vous faites bien de parler de l'énergie. Le Maroc a aussi un atout que je vais vous citer, c'est les énergies renouvelables. Il peut être un grand producteur. Vous allez me dire, ça va. Ça intéresse les Européens et ça intéressait les Européens, mais ça n'intéresse pas forcément Donald Trump. Qui lui, vous avez vu, en fait, il veut. C'est forêt aux États-Unis. Dans les 50 États américains. Nous n'allons pas construire, Rachid, si vous me permettez, c'est Rachid, nous n'allons pas construire aussi notre économie en fonction des desiderata de Donald Trump. Nous avons un atout important, c'est-à-dire construire un système d'énergie renouvelable pouvant nous libérer de l'hypothèque énergétique à importer, ce qui est important au niveau budgétaire, mais au niveau aussi de notre souveraineté. Il n'y a pas que ça, il faut revoir notre économie, la configuration. Ceci dit, vous allez me dire, en 4 ans, on ne peut pas... Non, tout ça, si c'est vécu de manière positive comme un défi à relever, et nous permettre de moderniser notre société, notre diplomatie, notre approche, notre vision des choses, ça va être une bonne chose. Donc il faut positiver. Donc vous dites, en tout cas, on ne sera pas dans l'obligation de faire des choix ou de faire un choix. Non, ça, l'obligation de faire des choix. Chine. Parce que pas dans cette configuration, je ne pense pas. Au niveau technologique, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a la technologie sur laquelle il faudra faire un choix. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui effectivement est très bien entouré de ces géants du net. Il y a cette course à l'intelligence artificielle générative. Je ne pense pas. Vous savez pourquoi, Rachid ? Oui, allez-y. Est-ce que vous allez demander à un Marocain d'opter pour l'intelligence artificielle chinoise qui est très performante, on l'a testée, qui est gratuite, à accès. C'est open source. open. Et les Américains qui la font payer. Je pense qu'on ne va pas dire aux Marocains n'allez pas consulter les Chinois. Ça ne serait pas... Ce qui est frappant aussi, et vous faites bien de le relever, c'est-à-dire que nous sommes dans une optique avec cette, disons, mini-révolution de l'intelligence artificielle, c'est que les Chinois ont pris une avancée sur les Américains. Là où les Américains étaient très bons, les Chinois sont devenus meilleurs. Certains diront il faut... Et c'est ce qui peut-être augmente la rage et le courroux des Américains. Il faut le dire. Hein. Ils ne le disent pas peut-être de manière déclarée, mais... Donald Trump l'a dit officiellement. Oui, disons qu'il faut aussi, et c'est une bonne chose pour l'humanité, que les Chinois puissent produire de l'intelligence, que l'intelligence soit à la portée de tout le monde. Et il faut, l'intelligence marocaine et le génie marocain, c'est de profiter de cette intelligence qui nous est permise et de travailler pour mieux construire notre pays. La question sur laquelle je m'attendais, vous, qui avez des intérêts et des préoccupations économiques, est-ce que l'économie américaine est capable de suivre Trump dans toute la politique et la stratégie de droit de douane de Donald Trump? Il n'y a pas que le droit de douane. Il a fait un tableau noir. Il a une vision d'ensemble, Donald Trump. Il est sûr de son coup. C'est un pari qu'il fait. Il dit qu'il a une vision d'ensemble, mais il y a quand même des lois économiques qui sont là. Vous avez dit tout à l'heure les accords de libre-échange. Il y a les accords de libre-échange qui vont produire certainement, en accroissant les droits de douane s'ils sont remis en question, une inflation au niveau du marché interne américain. Parce que automatiquement, quand on augmente les droits de douane, les prix des matières augmentent. Il y a une baisse des impôts qui va impacter les ressources budgétaires et impacter par ricochet le taux de la dette américaine. Mais comme il compte avoir moins de fonctionnaires, donc il y aura moins de fonctionnaires à payer, il y aura un allègement de la masse salariale de l'administration américaine. Donc apparemment, c'est une péréquation qui est faite. Oui. Si vous me permettez, on peut toujours dire qu'il y aura moins de fonctionnaires comme il y aura moins d'immigrés. Mais quand même, dans une situation de plein emploi, le taux de chômage aux États-Unis est en dessous de 4, il va mettre à la porte 11 millions de personnes. En situation irrégulière sur le sol américain. Mais qui sont une armée de main-d'œuvre à bon marché, sur lesquels
ont compté pour faire tourner un certain nombre de secteurs aux États-Unis d'Amérique, dont l'agriculture et le bâtiment, qui commencent déjà, alors qu'on ne les a pas mis dehors, à souffrir d'un manque patent de main-d'œuvre. Donc, il y a quand même les règles de l'économie et il y a les desiderata de M. Trump. C'est-à-dire que le pari qu'est en train de faire Donald Trump, pour vous, Alain Debbar, en matière de revoir, en tout cas de rééquilibrer, en fait, c'est une réciprocité au niveau des droits de douane. C'est ça qu'est en train de faire Donald Trump. Des fois, c'est présenté comme une figure d'épouvantail, mais il est en train de dire, voilà, c'est moi, un pays X qui m'impose 10% de droits de douane, ou 15, ou 20, ou 25%, mais moi aussi, je lui imposerai 10, ou 15, ou 20, 25% de manière égalitaire et Puisque réciproque. vous m'avez parlé de l'Afrique, oui. L'Afrique va souffrir de ça, parce que le Kenya avait la possibilité d'exporter l'ensemble de ses marchandises selon un vieil accord, parce qu'on faisait une faveur aux pays africains, l'ensemble de ces marchandises sans droit de douane. Si la réciprocité est là, le Kenya va souffrir et probablement, puisqu'il fait beaucoup d'exportations de textiles, de jeans normalement, de denim, si ma mémoire est bonne, et autres habillements, il va perdre autour de 150 000 emplois. C'est énorme. Donc, en tout cas, c'est le premier pays de la région et de notre région du continent. Le Kenya. Le Kenya, qui est direct. D'autres pays vont souffrir de cette réciprocité et qui est appliquée à tout le monde. Il n'y a pas de, disons, de faibles ou de... Est-ce qu'il pourrait sauver, en tout cas, ou protéger ces pays du continent africain? Vous avez fait référence au Kenya. Ça a démarré avec le textile, avec une taxation qui va être mise en place au niveau des frontières. C'est avoir un échange. On voit bien sur la gestion du dossier ukrainien. Il a dit à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises. D'où cette diplomatie transactionnelle où, disons... Il a demandé à l'Ukraine une contrepartie de son appui. Il leur a offert, je crois, les terres rares ou quelque chose. Des terres rares. On sait très bien, et vous le savez mieux que moi, que le continent africain regorge de ressources naturelles, de terres rares aussi, de minerais, de cuivre, de fer. Est-ce qu'on pourrait se retrouver, ça sera ma dernière interrogation, de barre sur effectivement une gestion transactionnelle au niveau du continent africain, 54 pays. Voilà, entre les pays comme le Sénégal qui a du gaz, le Ghana qui a de l'or, diamant, voilà. La Côte d'Ivoire qui a du cacao et de la fève de cacao, c'est dire voilà, je mets pas en place de barrières de fixation douanière aux frontières. Par contre, si vous voulez continuer il faut me laisser aussi, il faut me donner ma part du gâteau et avoir la main sur une partie de ces ressources naturelles au niveau des sous-sols africains. De toute façon, tout est dit. Non, il n'y a pas de wait and see. De toute façon, tout est dit au début. Nous sommes en présence d'une diplomatie ou d'une approche transactionnelle. Il est évident que l'Afrique, on ne va pas lui demander d'exporter des produits finis à haute valeur ajoutée. On va lui prendre la matière première, ce qui n'est pas le plus valorisant. Donc, si M. Trump va se servir, s'il a les moyens de se servir, aux pays africains, de prendre en compte cette dimension nouvelle des relations internationales, et au Maroc, de prendre compte ou acte de cette nouvelle approche, de diversifier son économie, de valoriser mieux ses produits, de diversifier ses partenaires, ne pas rester uniquement axé sur l'Europe, ça peut être d'autres partenaires, et construire une économie moderne qui puisse avoir un impact dans l'environnement régional et africain. Ça ira au-delà de la fin du mandat de Donald Trump? De toute façon, c'est un éveil, c'est un éveil d'un certain nombre de responsabilités et plaçant cela dans ce que j'appelle toujours la durée. Le Maroc a tout intérêt à transformer cette contrainte, entre guillemets, si elle est là. Faut-il avoir peur de... Oui, pardon. Cette contrainte de changement des relations internationales qui est initiée par Trump et qui n'est pas un épiphénomène, je ne pense pas, en opportunité pour l'économie marocaine et pour la société pour qu'elle puisse aller de l'avant. On a démarré ce débat 7e sens avec vous. Faut-il avoir peur de Donald Trump? Au bout de ce débat, 7e sens, vous dites oui ou non? Moi, j'ai toujours été influencé par les historiens des annales. Ils disent que les sociétés ont peur de ce qu'ils ignorent. Si nous avons la capacité de lire la politique
de Trump correctement. Je pense vous contribuez dans cette direction avec votre émission. Et vous avec votre contenu. Merci. Voilà. Si nous avons l'opportunité de lire la politique de Trump correctement et de pouvoir apporter les réponses appropriées à cette démarche politique, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le Maroc a été résilient et capable de gérer des crises au-delà depuis 4 siècles. Je vais m'arrêter sur les 4 derniers siècles, du 16e au 20e. Donc, notre peuple a assez de ressources, Dieu merci, pour pouvoir gérer ce que nous considérons maintenant, plaçons-le comme ça et soyons positifs, comme une opportunité. Merci, on finira là-dessus. Petit rebond sur opportunité, merci infiniment. Hanan Debar, enseignant en géopolitique et en économie, d'avoir contribué à donner encore plus de sens à la méthode, à la philosophie, parce qu'il y a quand même une philosophie politique aussi, de Donald Trump, nouveau locataire de la Maison-Blanche, qui est revenu à la Maison-Blanche ces dernières semaines, et puis on voit que c'est au galop, donc c'est très rythmé, tel un cow-boy sur son cheval. Voilà, donc il va falloir s'y atteler. Vous avez effectivement faire preuve de pragmatisme en matière de souveraineté et d'anticipation, d'être beaucoup plus proactif. Un souverainisme pragmatique. Pragmatique et d'un sens de l'anticipation beaucoup plus aigu et beaucoup plus intense au niveau diplomatique. C'est ça aussi, avec beaucoup plus de flexibilité, d'agilité, pour plus d'efficacité. Merci à vous, Débat, et à très bientôt. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.